Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première édition de la mensuelle du Medicast. Et pour cette nouvelle chronique, je suis en compagnie de Simon. Simon, bonjour. Bonjour Guillaume. Aujourd'hui, nous allons traiter plusieurs points. Dans un premier temps, le point Actu Santé. Je vous ai sélectionné quelques petites nouvelles assez récentes. Et Simon va aussi nous parler de sa chronique, le point psycho. Simon, est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots ? Bien sûr. Alors le point psycho, c'est une chronique qui accompagnera chaque épisode de la mensuelle du Medicast, dans laquelle on verra un sujet, d'actualité ou non, mais en tout cas en rapport avec la psychologie. Magnifique. Et donc Simon, tu es infirmier diplômé et actuellement en master de psychologie. Voilà, c'est tout à fait ça. Magnifique. Eh bien, nous n'allons pas perdre plus de temps, si tu le veux bien, et nous allons partir sur les points Actu Santé. La première actu que je vous ai trouvée, c'est un communiqué de presse de l'Université de Genève dans laquelle on parle de la voix maternelle qui réduirait la douleur chez les bébés prématurés. À savoir que les naissances pour les enfants prématurés demandent souvent des soins plutôt intensifs. Une équipe de l'Université de Genève en collaboration avec l'hôpital de Parigny, donc en Italie, et l'Université de la Vallée d'Aoste, ont observé au travers de cette étude que lorsque la mère parlait à son bébé au moment d'une intervention, il y avait une potentielle diminution de la douleur. Plusieurs effets ont été démontrés au travers de cette étude, ou du moins plusieurs effets ont été corrélés avec une hormone, l'hormone connue sous le nom de l'ocytocine. L'ocytocine, qu'est-ce que c'est ? Comme je viens de le dire, c'est un peptide, une hormone du moins, qui est en relation d'une part avec la distension du col de l'utérus, par exemple, quand la mère doit mettre l'enfant au monde, c'est également en lien avec la lactation. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est que c'est lié également au stress, mais aussi à la douleur. Et c'est ce que l'on a notamment mesuré chez le nouveau-né lors d'une prise de sang qui se fait au niveau du talon, il me semble, pour les enfants, pour les nouveau-nés du moins. Et donc, sur 20 bébés prématurés, on a fait cette étude en 3 phases. La première étant on a fait cette prise de sang à l'enfant, au bébé, sans la mère. Dans une seconde phase, ils ont étudié quels étaient les effets perçus avec la mère auprès du bébé qui lui parlait, et enfin avec la mère qui chantait auprès du bébé. Et qu'est-ce qui a été relevé ? Eh bien, le niveau de douleur s'en trouve amoindri. Vous allez me demander pour quelle raison est-ce qu'elle se retrouve amoindrie ? Eh bien parce que le taux d'ocytocine varie a été mesuré. Et la douleur a également été mesurée via ce qu'on appelle l'échelle PIPP. Donc le taux d'ocytocine augmenterait. On est passé de 0,8 picogrammes par millimètre, pour être exact, à 1,4 picogrammes par millimètre, ce qui explique un impact favorisant du rôle protecteur de la mère et donc la diminution de la douleur chez le nouveau-né. De la voix de la mère, donc. Exactement, la voix de la mère a un impact positif et diminuerait la douleur chez le nouveau-né. En tout cas, du moins, ici, chez les prématurés. Mais cela dit, tu vois, c'est encore à tester avec les pères, par exemple, ou tout simplement dans d'autres conditions, peut-être. Il est vrai que l'épistémologie, c'est quelque chose de compliqué, qu'on doit parfois remettre en question. Mais là, c'est une donnée relativement intéressante que j'ai souhaité partager avec vous aujourd'hui. Dans un second temps, on va rester sur les sujets en lien avec la mère et l'enfant. Et pour cela, qu'est-ce que je vais trouver également ? Eh bien, sachez que le CHUV, le Centre hospitalier universitaire vaudois, va ouvrir la première banque de lait maternel d'ici 2022. À savoir, il me semble qu'il n'y en avait pas en Suisse romande. Il y en avait 8 en Suisse alémanique et près de 280, quelque chose comme ça, en Europe. Je vous ai trouvé une troisième étude. L'étude date de juin 2021. Le cortisol et le stress psychosocial prédiraient la composition du lait maternel. À savoir que le lait maternel, c'est quelque chose de très riche, de très nutritif et avec une densité énergétique assez forte. C'est-à-dire qu'on y trouve des protéines, du sucre, des graisses et autres, mais sa composition peut varier. Et qu'est-ce que j'entends par varier ? Eh bien, c'est plutôt simple. Vous avez une augmentation du lactose et une augmentation des graisses, il me semble les insaturés notamment, qui vont venir à être en plus grande quantité dans le lait maternel à partir du moment où on diminue ce stress chez la mère. Et autre information intéressante, toujours selon des études de la même chercheuse qui cette fois-ci sont parues en mai et avril 2021, eh bien la mère transmettrait davantage
d'immunoglobulines qui sont diverses, hein. On leur donne une certaine dénomination selon la lettre qui suit, que ce soit les immunoglobulines A, M ou G, qui ont toutes des propriétés différentes. Mais tout cela pour dire que ces immunoglobulines sont présents en plus grande quantité dès lors que la mère est exposée à un stress moindre. Et donc maintenant que nous avons terminé avec ce point actu santé, Simon, je te laisse peut-être la parole pour le point psycho. Merci Guillaume. Alors dans le point psycho de ce mois-ci, j'ai trouvé un article qui provient du média The Conversation, article qui se penche sur la question de l'anxiété en lien avec la rentrée scolaire chez les enfants. Cet article donc, il décrit un peu ce phénomène et il propose plusieurs stratégies que peuvent mobiliser les proches de l'enfant afin de l'aider à traverser cette période de l'année qui n'est pas toujours très facile. Il est bien sûr normal pour les petits-enfants d'éprouver de l'inquiétude, de la tristesse, voire même de la colère lorsqu'ils sont séparés de leurs proches. Mais ces émotions vont progressivement s'amenuiser jusqu'à disparaître à mesure que l'enfant grandit et que sa confiance en lui-même augmente. Mais cependant, si vous avez dans votre entourage un enfant qui ressent de l'anxiété en lien avec la rentrée scolaire ou la séparation de ses proches, eh bien l'article vous propose 6 stratégies que vous pouvez mobiliser pour lui venir en aide. J'en ai sélectionné 4, Guillaume, que je vais vous détailler dès maintenant. Et donc la première stratégie, c'est valider les émotions de l'enfant. Se sentir anxieux à l'idée de se séparer de ses proches, eh bien, c'est normal et il est donc important que le parent soit capable de dire à l'enfant qu'il comprend son ressenti et aussi que le parent le normalise. Alors pour ça, il peut par exemple lui dire des phrases comme je comprends que tu sois anxieux à l'idée de cette rentrée scolaire et d'ailleurs je parie que beaucoup d'enfants sont dans ton cas en cette veille de rentrée. Donc la seconde stratégie qui nous est proposée, c'est d'apprendre à l'enfant à avoir un discours à soi positif. Un discours à soi positif, c'est avoir des mots pour soi-même qui sont encourageants. C'est une stratégie qui est assez efficace quand il s'agit d'améliorer l'estime de soi, en tout cas chez les enfants. Donc on peut imaginer lui apprendre à se répéter des phrases telles que « oui, je vais le faire, je suis courageux, je peux y arriver ». Et l'idée, c'est d'apprendre ces techniques et de les répéter dans un cadre sécurisant comme le foyer familial pour que l'enfant puisse ensuite les mobiliser en autonomie quand il est à l'extérieur de la maison et loin de ses proches. La troisième stratégie, c'est d'avoir une routine. Commencer pour la première fois à l'école ou bien changer de classe, eh ben, c'est un bouleversement, c'est plein d'incertitudes, d'éléments imprévisibles et ça favorise l'anxiété. Alors l'idée, ça va être de limiter au maximum l'anxiété auquel l'enfant pourrait être exposé. Et pour ça, on peut avoir un impact sur l'anxiété qui est vécue à la maison, dans le foyer. Le but, ça va être de créer un environnement le plus prévisible et le plus routinier possible à la maison. Alors pour ça, les chercheurs nous proposent d'avoir un emploi du temps qui est précis pour déterminer l'heure des repas, l'heure de la douche et l'heure du coucher, par exemple. L'idée, voilà, c'est de créer un environnement qui soit facilement anticipable pour l'enfant et donc moins stressant. Une dernière stratégie que j'ai envie de partager avec vous, parce que selon moi, elle fait beaucoup de sens en cette période de crise sanitaire, et il s'agit de protéger au maximum l'enfant des informations anxiogènes qui sont véhiculées notamment par les médias. Il y a une étude qui a été faite en 2003 et qui avait observé les effets qu'avaient eu les news en lien avec les attentats du 11 septembre sur les enfants américains. Et on s'était rendu compte que l'exposition à des médias qui véhiculent ce genre d'informations, ça augmente considérablement le niveau d'anxiété chez les enfants. Alors, dans la mesure du possible, on les en préserve au maximum. Voilà, c'était quelques stratégies pour accompagner l'enfant dans ses craintes en lien avec la rentrée scolaire. Et notons tout de même que pour certains enfants, la réaction en lien avec la séparation de ses proches peut être beaucoup plus forte que pour d'autres enfants du même âge. Dans ces cas-là, on pourrait s'interroger, puisqu'il y a un trouble qui existe, un trouble anxieux qui s'appelle l'anxiété de séparation, qui est d'ailleurs un diagnostic qu'on trouve dans le DSM-5. Et donc ce trouble anxieux, c'est celui qui touche le plus les enfants qui ont moins de 12 ans. Alors dans le cas où on pourrait suspecter ça, dans le cas où l'anxiété est extrêmement difficile à surmonter pour l'enfant, voire même est un frein à son développement normal, eh bien, il faudrait se tourner vers une aide professionnelle. Donc voilà, on arrive au terme de ce point psycho. Si vous souhaitez approfondir le sujet, eh bien, avec Guillaume, on vous mettra toutes les sources dans la description de cette vidéo, en espérant que ça vous ait plu.
Et comme l'a dit Simon, j'espère également que ça vous a plu. Nous arrivons au terme de cette première édition de la mensuelle du Medicast. Et il ne me reste plus, en espérant que vous avez apprécié cette chronique, vous dire à bientôt j'espère.